Les Tower Boys. On va décortiquer ensemble comment, sur les ruines d'un Paris complètement inondé, a pu naître une société verticale, ultra-tech, et, vous allez voir, pleine de contradictions. Il faut bien comprendre, tout a commencé par la fin de tout. Imaginez un peu, une ville mythique, Paris, laissée pour morte, submergée par une Seine devenue folle, et pire encore, abandonnée par son propre gouvernement. On aurait pu croire que c'était terminé. Et pourtant, contre toute attente, cette catastrophe, ça n'a pas été le point final. Non, ça a été le déclencheur d'une renaissance spectaculaire et complètement improbable. Alors la question c'est comment? Comment une ville engloutie a pu renaître comme ça de ses cendres? Eh bien, une chose est sûre, c'est pas grâce à l'État. Ça, non. La réponse, elle est venue des gens eux-mêmes, de la détermination acharnée des citoyens. Face au chaos total, ils ont fait un choix radical. Un choix simple en fait. Puisqu'on ne peut plus s'étendre horizontalement, eh bien, on va s'élever. Et attention, ce processus a été d'une brutalité sans nom. D'abord le déluge, ensuite l'abandon, la trahison pure et simple des autorités. Après ça, des années et des années d'anarchie sanglante. Chaque jour, c'était un combat pour sa propre survie. Il a fallu attendre 2068, après des décennies de lutte, pour que ce nouveau Paris vertical soit enfin reconnu. Et c'est là, à ce moment précis, qu'est née la faction des Tower Boys. Et quel symbole, franchement! La toute première tour, ce n'était pas juste un abri. Non, c'était bien plus que ça. C'était une sorte d'arche de Noé culturelle, un véritable acte de foi pour sauver ce qui pouvait l'être, l'héritage d'un monde qui n'existait plus. C'est cet effort monumental né de la solidarité et d'une volonté de faire qui a posé les fondations d'une civilisation entièrement nouvelle. Ok, mais alors, à quoi ça ressemble la vie à l'intérieur de ces géants de béton et d'acier? Parce que attention, les Tower Boys n'ont pas juste empilé des briques, non. Ils ont créé une véritable oasis high-tech, quelque chose d'absolument éblouissant. Leur survie et même leur domination, tout ça repose sur une chose, un génie technologique hors du commun. Il fallait bien trouver une solution. Face au manque de gras et au danger permanent du monde d'en bas, ils se sont tournés vers les machines. Les drones et les robots, qu'ils appellent les artificiels, eh bien ce sont eux, les vrais piliers de leur nouvelle civilisation. Et des drones, il y en a partout, vraiment partout. Et attention, ce ne sont pas de simples gadgets, ce sont eux qui livrent, ce sont eux les ouvriers sur les chantiers, capables de soulever des charges qu'on n'imagine même pas. Et surtout, ce sont les sentinelles d'acier qui protègent les tours, sans jamais dormir. C'est comme une immense nuée de métal et de circuits, entièrement au service de la cité. Mais au sommet de tout ça, il y a quelque chose qui relève presque du mythe. Une fusion entre l'homme et la machine. Seuls les plus doués, les plus méritants, y ont droit. C'est le privilège ultime, des implants cybernétiques. Imaginez une seconde, pouvoir contrôler des escadrons entiers de drones, juste par la pensée. C'est ça, le summum du pouvoir et du prestige chez les Tower Boys. Bon, mais la vie dans les tours, ce n'est pas que du travail et de la technologie, loin de là. C'est aussi un univers de plaisir, d'opulence même. On y trouve des casinos grandioses, des spas de luxe, des salles d'arcade rétro, des bowling, bref, un vrai paradis doré, un mirage étincelant, tellement bien fait que certains visiteurs, une fois pris dans ces filets, n'ont plus jamais envie, ou peut-être plus jamais la possibilité de repartir. Allez, maintenant qu'on a vu la vitrine, on va jeter un œil en coulisses, dans les arcanes du pouvoir. Parce que derrière cette façade qui brille, se cache une structure politique, complexe et même mortelle. Une structure qui a été forgée dans le sang et la trahison. Parce qu'il faut être clair, la naissance des Tower Boys, ça n'a pas été une partie de plaisir. Des guerres internes, sanglantes entre familles rivales ont failli tout détruire. À un moment, le prix du sang est devenu juste insoutenable. Alors pour survivre, il a bien fallu faire la paix. C'est comme ça qu'est né le fameux Conseil des Cinq, où les plus grandes familles se partagent un pouvoir qui, on va le voir, est très très précaire. Et cette fragilité, elle se sent à tous les étages. Chaque famille, en secret, joue sa propre carte. Les Afghans, ils nouent des alliances avec des groupes islamistes. Les Sénégalais, eux, montent de nouveaux réseaux de drogue. Les Chinois font des stocks de nourriture parce qu'ils sentent que ça va mal tourner. Les Algériens, ils ont des caches d'armes militaires et de cybernétique un peu expérimentales. Et les Ivoiriens, ils veulent juste étendre leur empire de casino. Bref, c'est une alliance de circonstances où chacun attend tranquillement le bon moment pour planter un couteau dans le dos des autres. C'est un véritable nid de vipères. Le poignard de la trahison n'est jamais bien loin. Et pourtant, que survienne une menace extérieure, et là, attention, tout ce nid se resserre d'un coup pour frapper avec un seul et même venin. C'est ça leur plus grande force, et paradoxalement, peut-être aussi leur plus grand danger. Bon, on a vu les hauteurs étincelantes, maintenant on change complètement d'ambiance. On descend, tout en bas. Car sous les fondations de ce paradis high-tech, il y a les ruines inondées du vieux Paris.
Et là, c'est un tout autre monde. Le contraste, il est violent. C'est d'une ironie cruelle. En haut, le luxe, la sécurité, la technologie. En bas, le danger, la survie, le désespoir. Deux mondes l'un au-dessus de l'autre, séparés par à peine quelques centaines de mètres de vide. Mais ces deux mondes, ils ne se touchent jamais. Et en bas, la liste des dangers était interminable. Il y a des monstres voraces, des essaims de crustacés qui grouillent dans les eaux sombres, des pillards qui ne laissent aucune chance. Et puis il y a la Seine, toujours là, menaçante, prête à vous engloutir à la moindre erreur. Et c'est là qu'on trouve la véritable bombe à retardement, une bombe sociale. Les riches, bien au chaud dans leur perchoir, ignorent complètement les appels à l'aide de ceux d'en bas. Ce mépris absolu, cette indifférence, ça nourrit une haine, un ressentiment qui pourrait bien un jour faire trembler les fondations de leur propre tour. C'est peut-être ça, en fait, leur plus grande faiblesse. Mais la menace ne vient pas que d'en bas, non. Au-delà des guerres intestines et de la poudrière sociale, il y a une autre ombre qui grandit. Une menace extérieure, idéologique cette fois, qui remet en question l'existence même des Tower Boys. Cette petite phrase, la réponse de Wild Child, on dirait que c'est non, elle a été prononcée juste après qu'un drone des Tower Boys se soit fait descendre. Et elle résume tout, fini de discuter, la guerre qui couvait avec la faction des Wild Child, ces partisans acharnés d'un retour à la nature, est sur le point d'éclater au grand jour. Là, on est vraiment face au choc de deux visions du monde. Deux visions complètement, totalement irréconciliables. D'un côté, les Tower Boys, pour qui l'avenir, c'est la technologie, la robotique. De l'autre, les Wild Childs, pour qui tout ça, c'est une abomination, une maladie qu'il faut éradiquer pour que la nature puisse enfin reprendre ses droits. Entre les deux, il n'y a aucune place pour le dialogue, pour le compromis. C'est impossible. Du coup, ce qui n'était au départ qu'un conflit philosophique, eh bien ça bascule de plus en plus dans la violence pure et simple. Les affrontements armés sont de plus en plus fréquents. On est vraiment au bord d'une guerre ouverte, une guerre pour décider de l'avenir de ce qu'il reste de la France. Tout ça nous amène à la question finale. D'un côté, les Tower Boys ont bâti un véritable miracle technologique sur des ruines. C'est un fait. Mais de l'autre, entre les trahisons qui se préparent au sommet, la colère qui monte d'en bas et cette guerre idéologique qui frappe à leur porte, leur forteresse est-elle vraiment imprenable? Ou n'est-ce finalement qu'une immense cage dorée, spectaculaire certes, mais sur le point de s'effondrer? Seul l'avenir le dira.